Il y a encore quelques mois, vous restiez évasif quant à une troisième candidature. Est-ce que oui ou non, vous avez l'intention de vous présenter à la prochaine présidentielle en 2015? Bon, nous vous disons que la question de candidature, ça n'émane pas de la responsabilité de l'individu. Pour le cas du Burundi, c'est la constitution burundaise, parce qu'il y a deux voies pour présenter les candidatures. C'est notamment être présenté à titre indépendant. Alors donc dans cette catégorie, je ne suis pas de cette catégorie, il y a aussi la présentation des candidatures par les partis politiques. Normalement, il n'appartient pas à un individu au sein d'un parti politique de se présenter à titre individuel comme donc président de la République, donc pour candidat, soit au niveau des présidentielles, ou au niveau des législatives, au niveau des sénatoriales, même au niveau des communales. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus à respecter. C'est sur base de la l'appel c'est pas la CENI, au niveau à l'endroit des partis politiques pour préparer, de présenter soit les listes des candidats, soit aussi le candidat présidentiel. Donc nous disons que ça c'est une affaire du parti donc, dans lequel je reviens. Supposons que le parti vous choisisse, la Constitution ne permet que deux mandats. Comment en effectuer un troisième dans ces conditions? Il n'y a pas de droit, donc il n'y a pas possibilité de contourner parce qu'il n'y a que donc, le respect de la loi et le respect de la Constitution. Il y a la Cour constitutionnelle qui est chargée de l'interprétation de la constitutionnalité des candidatures. C'est pourquoi nous disons que l'affaire des candidatures, donc, ce sont les partis politiques, en même temps la CENI et la Cour constitutionnelle. Dans la perspective de cette élection, les envoyés spéciaux de la communauté internationale ont effectué un séjour au Burundi et dans un communiqué publié lundi 2 juin, les diplomates se sont dit préoccupés par les restrictions aux libertés politiques et civiles. Est-ce que vous avez été surpris par ce communiqué et quelle a été votre réaction? Moi j'étais très surpris parce que moi je les ai reçus et donc et puis ils ont apprécié positivement le progrès positif réalisé par les Burundais ces derniers temps, en commençant par donc l'adoption du code électoral qui a été donc adopté à l'unanimité par tous les représentants des partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi ils étaient très encouragés par la tenue d'un atelier d'un forum des partis politiques et qui analysait la situation donc, actuelle du Burundi pour ce qui est de la préparation des élections pour l'année prochaine. Ils se sont convenus eux-mêmes qu'ils élaborent donc, un code de conduite, ce qui est pour les réunions des partis politiques actuellement, même pendant la campagne électorale. Il a été aussi organisé donc, un forum des jeunes qui provient de tous les partis politiques. Eux aussi, ils ont donc élaboré un code de conduite qu'ils vont suivre. Ils ont fait aussi des recommandations allant dans le sens d'améliorer donc le climat donc favorable aux élections. Nous disons que ces trois éléments ont fait que donc la situation donc s'améliore de plus en plus. Et aussi, si nous faisons comparaison avec les élections que nous avons faites en 2005 ou en 2010, voire même en 1993, nous disons que la situation actuelle est plus favorable aux élections comparativement à ces trois autres que nous avons organisées dans le passé. Parce que dans le passé, il y avait donc plus des difficultés qu'aujourd'hui. Allez-vous tout de même prendre en considération ces remarques dans la mesure où la communauté internationale va financer plus de 80% des élections générales de 2015? Bon, nous disons que quand ils sont venus, ils ont fait des conseils, pas uniquement à l'endroit du gouvernement, mais aussi à l'endroit des partis politiques et au pouvoir et des partis politiques de l'opposition, mais à l'endroit des médias et à l'endroit de la société civile. Donc nous disons que ce sont des conseils qui sont donnés à tous les acteurs sociopolitiques de toute la nation. Mais pour le cas qui nous concerne, ce qui nous a été demandé a été fait à plus de la moitié même. Et nous disons que ce qui reste, on a dit voilà, pour être rassurés vous-même, nous avons lancé un appel à tous les membres de la communauté internationale qu'ils envoient des observateurs, ne pas attendre le début des élections, mais même 5 mois avant, j'ai dit 5 mois avant, ils peuvent venir, et donc par petit nombre, et suivre donc du jour pour jour, la préparation, l'organisation, et la tenue des élections, même avant, pendant et après les élections. C'est pour rassurer tout le monde que nous voulons voir un processus électoral donc apaisé et transparent. Votre pays a enregistré en 2013 une croissance estimée à 4,6%, en hausse de 0,4% par rapport à 2012, selon les chiffres de la BAD. Est-ce que cela signifie que la situation des finances publiques se sont améliorées? Oui, nous disons que, étant un pays post-conflit qui a connu des difficultés, l'économie était à plat. Comme je vous ai dit, donc, les grands concepts comme la bonne gouvernance, comme la gouvernance économique, la gouvernance politique et la gouvernance administrative sont des nouveaux concepts qui ont commencé pratiquement avec l'année 2005.
Et si on fait l'évaluation, aujourd'hui, nous voyons que de 2005 jusqu'à aujourd'hui, on a fait énormément de progrès et nous faisons beaucoup de réformes dans le secteur, dans le secteur économique et même dans le secteur social. Et parfois, nous le faisons même avec l'appui de la communauté internationale et de certains de nos partenaires bilatéraux. Il y a eu en 2013 d'importants chantiers, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau, de l'électricité ou encore des télécommunications. Mais qu'en est-il des projets ou chantiers en cours destinés à la jeunesse burundaise? D'abord, ce que nous avons fait pour la jeunesse burundaise, c'est de permettre à toute la jeunesse d'aller à l'école. Parce que dans les années antérieures, dans les décennies passées, il y avait l'exclusion d'abord. Il y avait donc une répartition inéquitable pour ce qui est des infrastructures sociales, les écoles et les centres de santé. Alors nous avons proclamé donc la gratuité de l'enseignement primaire pour tous, ce qui fait que donc maintenant on a construit beaucoup d'écoles. Imaginez-vous, en 6 dernières années, nous avons construit autour de 5000 écoles primaires et secondaires confondues et avec au cours des travaux communautaires, sans aucun appui extérieur. Donc cela prouve à suffisance que la jeunesse maintenant a droit à l'accès à l'éducation. Deuxièmement, nous avons aussi procédé à la distribution de kits scolaires, donc gratuits au niveau de l'école primaire. Tout ça, c'est très important. Après, nous avons aussi pris l'initiative de changer le système éducatif au Burundi, à tel enseigne qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons donc l'école fondamentale, qui, au lieu de terminer le premier cycle en 6e année primaire, ils vont continuer jusqu'en 9e année. Mais aussi, nous avons réorienté le programme de l'enseignement. Avant, c'était centré sur l'enseignement général, mais actuellement, nous voulons mettre un accent particulier pour les métiers et les enseignements techniques, parce qu'on a vu que la jeunesse donc, qui terminait les écoles pensait toujours à aller jusqu'aux universités, et les universités sortaient des relayats qui ne trouvaient pas facilement du travail sur le terrain. Alors qu'actuellement, nous voulons donc former des gens qui vont même créer de l'emploi pour eux-mêmes et partant donc créer de l'emploi pour les autres, ce qui est donc un nouveau concept à l'endroit de la jeunesse. Deuxièmement, c'est que nous avons donc tenté aussi d'initier donc des formations de la jeunesse à travers le ministère de l'enseignement, à travers le ministère de la jeunesse, donc de voir comment on peut donc initier donc les jeunes en entrepreneuriat. Comme ça, on les forme, ils se mettent dans des associations et puis on donne un certain kit donc, de financement pour démarrer des petits projets. Donc nous disons que c'est déjà à la phase embryonnaire, mais ça va apporter beaucoup de fruits et dans les années à venir. Certaines zones du continent africain enregistrent une situation d'instabilité ou sont en conflit, notamment dans la région du Sahel, en Centrafrique, dans le nord du Mali ou encore au Soudan du Sud, sans compter le nord du Nigeria où Boko Haram opère. Est-ce que vous ne craignez pas un embrasement dans la région des Grands Lacs? Bon, nous pensons très bien que les situations actuelles du terrorisme, ce n'est pas uniquement une affaire de certains pays africains, c'est une affaire du monde entier. Parce que si ce n'est pas l'un ou l'autre pays en Afrique, on a vu des actes de terrorisme en Asie, aux États-Unis d'Amérique, et parfois même en Europe. Mais nous disons que c'est une affaire qui concerne le monde entier. Alors, pour donc limiter les dégâts liés au terrorisme, c'est que donc on a cette conscience collective et de travailler ensemble. C'est pourquoi, et là où il y a donc des foyers de tension ou des foyers de terrorisme, donc on a vu des pays qui se mettent ensemble et à travers donc les communautés régionales, mais aussi la communauté internationale, pour voir comment juguler ou limiter les dégâts, donc, ou bien éteindre le feu donc, des foyers donc, de tension où il y a le terrorisme. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des actes, mais aussi des efforts qui sont fournis pour faire face au terrorisme, dont nous les voyons donc, et qui fusent de partout. Donc nous disons qu'à certains moments, chaque chose a son début et a sa fin. Le Burundi est frontalier au Rwanda et à la République démocratique du Congo. Même si les relations entre le Burundi et le Rwanda sont au beau fixe, elles le sont en revanche moins avec la République démocratique du Congo. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le président Joseph Kabila? En tout cas, le Burundi, peut-être vous avez des informations qui ne sont pas vérifiées. Le Burundi n'a jamais eu de difficultés ou de problèmes de relations avec les pays voisins, donc depuis très longtemps. Et nous disons que, du moins pour ce qui est de notre gouvernement, le Burundi a de très bonnes relations avec tous les pays de la région, avec la RTC.
Le problème qui était, c'est que donc l'Est du Congo, c'était donc la région qui causait beaucoup de difficultés, pas uniquement pour le Burundi, pour le Rwanda, pour l'Ouganda, bref, toute la région. Mais nous disons actuellement que les problèmes sont donc en grande partie résolus avec la conférence internationale sur, sur la région des Grands Lacs, mais aussi avec l'intervention de la brigade neutre d'intervention qui a mis en déroute le M23 et que les autres mouvements armés sont en train de se rendre en remettant les armes. C'est-à-dire que donc la cohabitation, le bon voisinage est de plus donc fluide pour ce qui est des relations entre pays. Parlons maintenant francophonie. Nous savons que vous avez un candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous vous êtes entretenu hier avec Laurent Fabius. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce sujet? Bon, nous disons que donc et pour ce qui est de la candidature de Pierre Bouyoya au secrétaire, donc au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, il y a bien d'autres candidatures, mais le Burundi a soutenu sa candidature, a été renseigné que nous avons donc écrit des correspondances à l'endroit de tous les chefs d'État membres de la francophonie, et nous attendons, certains ont commencé déjà à nous répondre favorablement, qui soutiennent cette candidature, d'autres n'ont pas encore répondu, et nous avons été aussi informés qu'il y a bien d'autres candidatures qui ont été posées. Nous, ce que nous avons donc demandé à la France, et donc en passant par le ministre des Relations extérieures, c'est que la France aussi soutienne le Burundi pour cette candidature. Nous disons que aussi Bouyoya a beaucoup plus de chance parce que vous savez très bien que dans les années donc antérieures, il y avait donc ce question aussi de partage, de rotation entre les communautés régionales. Et le Nord donc, a été donc, eu donc, le temps de diriger cette communauté. Il y a aussi l'Ouest. Maintenant, je dirais donc, normalement, c'est le tour de la région centrale, de l'Afrique centrale. Et par le passé, on a vu que cette organisation était donc dirigée, donc le secrétariat général était dirigé par les anciens chefs d'État. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu d'autres anciens chefs d'État qui ont proposé leur candidature. Il n'y a que Bouyoya, donc il a beaucoup plus de chances d'autres. Quelles sont les orientations de votre politique linguistique au Burundi, qui a à la fois un pied ferme dans la francophonie et un autre pied dans l'espace anglophone? Je pense très bien que la position donc, stratégique au niveau linguistique de notre gouvernement est très compréhensible. Parce que vous savez très bien que le Burundi, pour ce qui est des affaires, donc, il est beaucoup plus ravitaillé. Donc, le gros de nos importations, de nos exportations passe par, par les pays de la communauté est-africaine. Nous dépendons beaucoup plus économiquement de cette région. Et ce qui fait que l'appartenance donc à l'adhésion à cette communauté a été donc prise d'une façon stratégique pour être donc en harmonie avec les pays limitrophes, dans les pays de la région, dans lesquels donc nous vivons presque à 80% de nos importations et de nos exportations. Pour ce qui est donc du français au niveau de la communauté et de l'Afrique centrale, normalement, donc de par le passé, le Burundi est un pays francophone et nous le restons toujours. Mais pour ce qui est donc de l'utilisation de la langue anglaise, c'est pour permettre donc à nos populations d'avoir beaucoup plus de facilité pour ce qui est des mouvements et avec l'ouverture des frontières, parce qu'il y aura, donc, on a signé aussi le marché, donc le contrôle sur le marché commun, sur le marché commun qui fait qu'il y a aussi la circulation libre des biens et des personnes. Et donc, avec la communication, c'est quelque chose de très important. On ne pourra pas donc circuler facilement si on utilise uniquement le français dans des pays qui utilisent donc le swahili et l'anglais. Donc, l'apprentissage de l'anglais devient donc très important pour la survie de notre population. Mais aussi, ce qui est très important, le Burundi n'est pas entré uniquement à la communauté est-africaine pour apprendre uniquement l'anglais. Bien au contraire, le Burundi nous venons de décrocher. Dernièrement, l'année passée, on a décroché que la langue française aussi soit aussi une langue de travail au niveau de la communauté africaine. Et normalement, je pense que le Burundi devrait être soutenu et encouragé parce que ce que nous avons décroché, donc au niveau de la communauté africaine, il n'y avait que l'anglais qui était utilisé comme langue de travail. Mais aujourd'hui, le français aussi sera utilisé comme langue de travail. Donc nous disons que nous sommes partout et donc le Burundi constitue pratiquement je dirais donc la plaque tournante et pour ce qui est de la francophonie, mais aussi pour ce qui est stratégique et côté des échanges, l'anglais est d'une importance capitale pour le Burundi.